Je me trouve actuellement dans un gymnase où se pratique le badminton. Ce sport est aux Jeux Olympiques depuis 1992. Le but du jeu est de se renvoyer un volant au-dessus du filet. Il peut se jouer en simple ou en double, 1 contre 1 ou 2 contre 2. Il nous faut pour cela une raquette et un volant. Le but du jeu est de renvoyer ce volant entre les lignes noires pour marquer 21 points. Le premier à 21 points a évidemment gagné. Mais la raquette nous intéresse beaucoup plus. N'est-ce pas mon cher Gabin? Le badminton, on n'y joue pas avec une raquette de ping-pong, ni une raquette de tennis, mais on y joue avec une raquette de badminton. La raquette de badminton, c'est ce qui va servir à renvoyer le volant. Et elle est composée d'un manche, d'un grip par-dessus le manche, de la tige, du cadre et d'un cordage. La raquette a bien évolué jusqu'aujourd'hui. On est passé de ça à ça. On se propose donc d'imaginer la raquette du futur. On verra qu'est-ce qu'une bonne raquette, on mettra en place des procédés innovants pour la conception de la raquette de demain, et on étudiera les matériaux 2.0 que l'on pourrait utiliser. Mais qu'est-ce qu'une bonne raquette? Alors une bonne raquette pour moi c'est une raquette qui fait gagner, mais surtout qui est légère, rigide, qui résiste au choc et à la tension du cordage. Selon un vendeur de Décathlon, les critères premiers sont la résistance dans le temps et le prix. Nous allons donc voir qu'est-ce qu'une bonne raquette. Il existe 3 grands types de jeux, l'attaque, la précision et le neutre. Pour commencer, la raquette neutre est une raquette polyvalente de milieu de gamme utilisée par un grand nombre de joueurs. Le cordage est tendu entre 9,5 et 10,5 kg. L'équilibre est en milieu de raquette et la masse varie entre 80 et 85 grammes. Les deux autres types de jeux sont plutôt pour des joueurs qui connaissent leurs qualités et leurs défauts. La raquette de précision possède un cordage tendu au minimum à 10,5 kg. L'équilibre est en manche, ce qui permet une plus grande maniabilité, et sa masse varie entre 75 et 80 grammes. Enfin, la raquette de type attaque possède un cordage détendu à 9,5 kg à peu près. L'équilibre est en tête et la masse varie entre 80 et 85 grammes. Nous allons donc voir 3 de ces critères pour chaque raquette. La masse de la raquette. La masse d'une raquette se situe entre 75 et 90 grammes. Plus la raquette est légère, plus elle sera facile de la manipuler et agréable à jouer. En résumé, les raquettes légères sont faites pour des joueurs qui jouent sur la précision. La flexibilité peut se situer dans 3 classes. Tout d'abord, la catégorie souple. Donc la raquette offre un effet catapulte. Des coups puissants tordent la tige et le cadre, ce qui permet de donner plus de vitesse et donc un boost supplémentaire à la frappe. Grâce à cette classe, le joueur bénéficie de facilité à atteindre le fond du terrain. Ce type de raquette est donc particulièrement ciblé sur les joueurs qui manquent de puissance et ou de technique et peuvent du coup utiliser l'intégralité du terrain. Son point fort est son confort et sa capacité de bonne longueur de volant. Son point faible est tout simplement le retour plutôt lent de la raquette en position initiale. Ensuite, la raquette semi-rigide. C'est un choix souvent fait par les joueurs possédant déjà un peu de pratique ou les débutants. Les débutants qui manquent de puissance peuvent s'orienter sur ce type de raquette pour gagner en réactivité, en précision et en longueur de volant. Son point fort est sa polyvalence et sa sécurité. Son point faible est qu'elle n'offre pas d'avantage concret lors d'un match. Enfin, la raquette rigide. La tige se tord difficilement et offre un rendement maximal aux joueurs dotés d'une puissance naturelle et ou d'un très bon bagage technique. Le principal avantage de cette raquette est que la tête, le cadre de la raquette, se remet rapidement en position initiale. Mais il faut un certain temps d'adaptation et un très bon niveau de jeu. Elle pardonne très peu les erreurs techniques. Et pour être exploitée convenablement, il faut avoir un bon niveau physique pour pouvoir l'utiliser pendant tout un match. La rigidité d'une raquette se mesure sur une échelle de valeurs sur laquelle sont définis les intervalles. 9,5 et plus, c'est souple, très souple. 9, c'est semi-rigide. 8,5, c'est rigide. Et 8 ou moins, c'est très rigide. Nous avons vu que le critère de la flexibilité entrait en compte pour distinguer les raquettes, mais que change la flexibilité d'une raquette? Pour étudier la flexibilité, nous avons accroché le bout d'une raquette à une table, puis nous avons suspendu des poids au cadre. Nous avons mesuré la flèche de la raquette pour plusieurs poids et plusieurs raquettes différentes. De ce tableau, on déduit plusieurs courbes. Une courbe par raquette et un poids par point. On remarque que les courbes sont des droites. Nous déduisons donc que la déformation est proportionnelle au poids appliqué. On calcule les coefficients directeurs de cette droite. En prenant par exemple la raquette en acier, et prenant 2 points de la courbe de cette même raquette. On obtient que K égale YB moins YK sur XB moins XA, ce qui fait 5,0 mm Newton moins 1.
mais on utilisera la calculatrice pour avoir un coefficient directeur moyen. On trouve donc pour l'acier 4,89, pour la fibre de carbone 6,31, pour la première raquette en graphite 7,16 et pour la seconde 6,39. Nos coefficients sont effectivement différents en fonction du matériau utilisé. On notera quand même des coefficients assez proches entre la fibre de carbone et le graphite, mais on observe aussi une différence significative entre l'acier et les autres matériaux. Le dernier critère que nous allons voir est l'équilibre de la raquette. L'équilibre, c'est la répartition de la masse de la raquette qui va agir sur la maniabilité de celle-ci. Il est mesuré en trouvant le point d'équilibre de la raquette et en mesurant la distance entre ce point et le butt cap, c'est-à-dire l'extrémité de la raquette. Pour cela, on crée donc ensuite des intervalles qui vont de 13 en manche 284 mm à 13 en tête 300 mm. Le poids en tête tend à favoriser la puissance. La raison, il y a un plus grand poids en tête de raquette et cela favorise le mouvement de la raquette vers l'avant. Toutefois, le principal inconvénient est le sacrifice de la maniabilité de la raquette. En effet, les joueurs auront plus de mal à manœuvrer la raquette en défendant. L'équilibre en tête favorise donc le jeu des joueurs en avance sur leur volant, car par nature, ils peuvent agresser la raquette car ils sont en avance et peuvent préparer leurs gestes. Le poids en tête peut ainsi leur permettre de gagner en puissance de ce match. Les plus donc, de cet équilibre en tête sont la puissance et la longueur de volant, et les moins sont la baisse de maniabilité ainsi que la fatigue du bras qui est non négligeable en cas d'équilibre en tête très prononcé. L'équilibre neutre est le compromis parfait entre puissance et maniabilité, car parfois le poids en tête peut se montrer trop exigeant. C'est pour ça que les joueurs professionnels préfèrent parfois avoir une raquette parfaitement équilibrée et rigide pour allier puissance, précision et vitesse d'exécution. Les plus sont sa polyvalence et sa maniabilité, mais il n'y a pas d'avantage concret. Les raquettes équilibrées en manche favorisent la maniabilité et la vitesse de réaction du bras pour plus de défense. Elles sont également moins traumatisantes pour le bras. La contrepartie évidente est évidemment qu'en fond de cours, il est difficile de dégager fort ou de se matcher. Elles s'adressent à un public défensif et précis. Ces plus sont sa maniabilité, sa vitesse de réaction et le fait qu'elles sont moins traumatisantes pour le bras, mais il n'y a aucune aide à la puissance. Voilà donc ce qui existe. Mais nous, dans le but de créer la raquette, nous allons mettre en œuvre des procédés ou existants ou innovants. Nous allons révolutionner le badminton avec une raquette qui sera la plus légère du monde, la plus confortable, la plus précise, la plus puissante, la plus belle, et elle fera même le café. Mais il est impossible de faire une boisson caféinée avec une raquette de badminton. Merci professeur. Je disais donc que nous allons faire la meilleure des raquettes. Pour ce faire, il nous faut faire une raquette polyvalente, car elle conviendra mieux à tous les joueurs, mais avec des performances poussées à l'extrême. Commençons par le shaft, qui est le nom technique de la tige. Un shaft mesure entre 270 et 275 mm. Les avantages des plus longs, c'est une puissance décuplée, ainsi qu'une résistance plus appréciable. Les plus courts ont une déformation limitée, et les cadres gagnent en répulsion et offrent des frappes plus sèches. Mais aussi plus de maniabilité, ainsi que de meilleures sensations. Nous utiliserons donc un shaft de 273 mm qui permet d'avoir une tige juste suffisamment souple avec une répulsion optimale. Ensuite, nous pouvons travailler sur le cadre. Mais il y a un problème. Pour améliorer les caractéristiques de notre raquette, nous ne pouvons pas travailler sur l'aérodynamisme, car cela influerait beaucoup trop sur la résistance et la rigidité de notre raquette, ni sur la forme, car elle est tormée en compétition. Ça sera donc une tête isométrique, soit un ovale allongé vers le haut. Mais dites-moi, professeur, serait-il possible de travailler sur ce cadre pour améliorer le comportement de notre raquette? On sait que plus le cadre est rigide, plus la raquette est précise, mais elle est aussi empreinte à de fortes vibrations qui apporteront des problèmes de résistance et de tennis elbow, une tendinite très fréquente chez les joueurs de tennis et les joueurs de badminton. Donc, si on s'y risque, il nous faut trouver une solution. Mais c'est ça! Tout va se passer dans le manche et dans les œillets. Pour le manche, on pourrait mettre un surgrip et un grip pour que ça soit plus agréable. Et puis entre les deux, on pourrait mettre une sorte de mousse qui amortirait les chocs. Du fluide réo-épaississant et oxo-épaississant. Sûrement.
Mais c'est bien sûr une solution de polymère de styrène, le plus simple de ces fluides à réaliser. Oula, expliquez-nous, prof. Un fluide est réoépaississant lorsque le tenseur des contraintes visqueuses n'est pas une fonction linéaire du tenseur des taux de déformation. Autrement dit, lorsque sa vitesse de déformation n'est pas directement proportionnelle à la force qu'on lui applique. Et en langage courant? On ne comprend pas beaucoup mieux. Vous voyez bien que c'est liquide. Ah bah non, c'est solide. Bon, là j'espère que vous avez compris. Et oxo-épaississant, c'est la même chose, mais avec l'application d'une chaleur au lieu d'une force. Donc si j'ai bien compris, non seulement ça enlèverait toutes les vibrations nocives pour les joueurs et surtout pour leurs bras, mais ça rendrait la prise en main de cette raquette exceptionnelle? Parfait, faisons ça. Mais pour les œillets, qu'est-ce que tu proposes, Emilien? Avec des bons œillets en polymère synthétique, qui sont les plus silencieux, les plus agréables et les plus résistants, ça serait l'idéal. Ensuite, il nous faut penser au cordage, qui se doit lui aussi d'être irréprochable. Aujourd'hui, on n'utilise quasiment que du fil de nylon, de plus ou moins bonne qualité, car c'est le plus résistant, le moins coûteux, et que son élasticité plutôt faible convient parfaitement au badminton. Celui-ci, de par cette élasticité faible, ne nécessitera pas d'être retendu à chaque coup pour rester performant. D'ailleurs, pour la tension, je ne sais pas trop quoi choisir. 8, 9, 10 kilos? Éclaire-nous, Emilien. Il nous faut quelque chose de polyvalent. Donc prenons 11 kilos. Bon, ça va bien de prendre ce qui existe déjà. On veut inventer la raquette ultime ou faire une bonne raquette lambda? Alors je ne pense pas que l'on puisse trouver une solution pour améliorer la puissance. Mais en ce qui concerne le cordage, je peux vous trouver un cordage très précis. Il nous faut un cordage en un seul bloc, car pas de fils qui se passent les uns sur les autres. C'est un volant qui ira là où on lui demande d'aller. Mais pour la puissance, pourquoi on ne prendrait pas un cordage micro-rainuré? Cela rendrait théoriquement le fil suffisamment plus élastique pour donner plus de punch au coup, tout en n'altérant pas sa résistance. Eh bien oui, faisons ça. Mais pour la tension du cordage, parce que ça, on ne peut pas le réinventer. Non, effectivement, là on va faire confiance à ceux qui ont trouvé une solution plutôt viable. Donc, si je récapitule, ça nous donne un cordage monobloc, micro-rainuré, étendu à 11 kg, qui nous offre une puissance et une précision exceptionnelles tout en restant fiable. Vendu. Sur cette raquette, je verrais bien des capteurs qui permettent au joueur d'analyser son jeu, la puissance de ses coups, la précision de ses tirs, ou tout simplement son coup. Ça, c'est une bonne idée. Je regarde ce qu'on pourrait faire. Ah voilà. Alors il existe déjà des capteurs capables d'analyser votre jeu. Mais le problème, c'est que ça existe seulement pour les raquettes de tennis. Par exemple, le Babola Play Connect est un système de capteurs installé dans les manches des raquettes et qui analyse donc le pouls du joueur, la puissance de ses coups, et analyse également quels sont les coups que maîtrise le moins le joueur pour lui permettre de les travailler. J'ai cherché et j'ai trouvé la Sony Smart Tennis Sensor. Elle permet de cartographier la raquette et de savoir où le volant va taper, quelle sera la puissance et quel coup sera utilisé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir laquelle de ces deux raquettes nous allons adapter sur la nôtre. Je suis totalement contre. Ces systèmes alourdiraient la raquette, ce qui ferait que cette volonté de faire la raquette la meilleure au monde, de par ses capacités physiques et mécaniques, ne serait pas respectée. Et en plus, ça rendrait totalement inutile notre travail sur l'amélioration des matériaux. Ok. Bon, on embraye sur la suite. Pendant qu'on cherchait sur les matériaux, on s'est demandé « Et si on faisait une raquette hyper légère? Ça serait génial, non ?» Alors du coup, on a cherché, et on a fini par trouver un matériau hyper léger et hyper innovant, l'aérogel. Petite présentation. L'aérogel, c'est tout d'abord un gel. Et un gel, c'est un matériau à la fois liquide et solide. Ainsi, le terme aérogel désigne tous les gels dont on remplace la phase liquide par du gaz. Il est donc à la fois solide et gazeux. L'aérogel le plus utilisé est l'aérogel de silice. Nous nous intéresserons donc en premier lieu à celui-ci. Mais comment en fabrique-t-on? L'aérogel de silice, c'est tout d'abord du gel de silice auquel nous avons enlevé de l'eau que nous avons remplacé par de l'éthanol. Cela crée une réaction chimique et ensuite vient le séchage supercritique, c'est-à-dire que nous allons amener la partie liquide de notre aérogel au point appelé critique, donc situé entre la phase gazeuse et la phase liquide de l'aérogel. Au-delà de ce point, le matériau est donc fluide, il n'est ni liquide ni gazeux. Ensuite, on fait redescendre le fluide donc, dans la partie gazeuse. Il ne reste plus que du solide et du gazeux.
Cette étape sert à éviter la création de ménisques dans les pores d'aérogel qui les détruiraient. Ainsi, on obtient un matériau composé uniquement de silice et d'air, c'est de l'aérogel de silice. Merci. Mais du coup, quelles sont les caractéristiques de l'aérogel? L'aérogel se caractérise par sa légèreté exceptionnelle. En effet, sa masse volumique varie entre 0,03 et 0,1 g par cm3. Ceci est dû à l'extrême porosité du matériau, car 85 à 95% de l'aérogel est constitué d'air. Cela en fait aussi le meilleur isolant thermique et acoustique au monde. C'est très bien, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de fabriquer une raquette. Les conductivités thermiques et acoustiques ne nous intéressent pas. J'y viens. Nous nous sommes penchés sur l'utilisation de l'aérogel dans une raquette car il est extrêmement léger. Or, la légèreté d'une raquette est un critère important pour le choix d'une raquette. Mais il faut aussi s'intéresser aux caractéristiques mécaniques de l'aérogel, notamment le module de Young, qui est la constante qui relie la contrainte que l'on applique à un matériau à sa déformation. Il est situé entre 1 et 10 mégapascales, alors que celui de la fibre de carbone est de 274 gigapascales. On pourrait donc penser que l'aérogel est beaucoup plus flexible que la fibre de carbone. Mais il faut aussi s'intéresser à la résistance à la flexion, qui n'est que de 50 kilopascales. Ce qui signifie que si vous appuyez sur une poutre d'aérogel avec votre doigt, pour 5 newtons appliqués, votre poutre d'aérogel va casser. C'est extrêmement fragile. L'aérogel de 6 est extrêmement fragile. Nous ne pouvons pas l'utiliser seul. Nous allons donc explorer une autre piste, celle de l'aérogel de carbone. Certains aérogels sont fabriqués directement dans des fibres. C'est ce que l'on appelle des blanquettes. Nous pensions réaliser un aérogel de carbone, c'est-à-dire un blanquette utilisant de la fibre de carbone, mais il s'avère que le matériau est encore beaucoup trop fragile. En effet, rien qu'au cordage, la raquette partirait en ruine. Nous devons encore solidifier notre matériau pour pouvoir l'utiliser dans notre raquette. D'après un employé de chez Enersense, la seule et unique possibilité serait de créer un composite à base de résine et de fibre de carbone auquel on pourrait ajouter de l'aérogel. Mais qu'est-ce que c'est qu'un composite? Un matériau composite est un assemblage d'au moins deux matériaux, non miscibles, qui lui confèrent des propriétés spécifiques. Il est composé de deux parties. Le renfort, des fibres de carbone dans notre cas, qui assure la tenue mécanique du matériau, et la matrice, ici de la résine époxy à laquelle on ajoute de l'aérogel de silice. Cela nous permet de profiter à la fois des propriétés mécaniques intéressantes et d'une masse peu importante. Eh bien, ce matériau me paraît parfait pour notre raquette du futur. Et on a tout de suite envie de savoir quelle sera la masse de cette raquette extraordinaire. Avant de calculer la masse de la raquette, voici quelques données. Nous considérerons la tige et le cadre de la raquette comme deux cylindres et nous prendrons une épaisseur de matériau de 1 mm, car une raquette de badminton est creuse. On calcule le volume de la tige et du cadre et on vient les additionner pour obtenir un volume total de 20 cm3. En ce qui concerne la masse volumique, grâce à la formule suivante, on peut calculer la masse volumique d'un matériau composite étant donné les masses volumiques de l'aérogel, de la résine et de la fibre de carbone. On trouve ainsi une masse volumique de 1,468 g par cm3 avec 55% de fibre de carbone et 45% de résine avec 20% d'aérogel. En multipliant la masse volumique par le volume, on en revient donc au poids, à la masse de notre tige et de notre cadre qui est estimée à 29 g. Nous décidons de créer une fonction f qui à la proportion de résine associe la masse et nous obtenons la représentation graphique sur GeoGebra. Nous nous servirons de ce graphique plus tard. D'accord, c'est très bien d'avoir une raquette ultra légère. Mais respecte-t-elle les critères de sélection d'une raquette, notamment la rigidité? Rappelez-vous tout à l'heure, nous avons déterminé expérimentalement le coefficient K tel que la flèche de la raquette soit égale à K fois la force appliquée. Calculons ce coefficient pour notre matériau composite. Allons-y, nous trouvons donc la formule suivante pour le calcul de la flèche, avec F la flèche en mètres, P la charge en newton, L la longueur de la tige plus le diamètre du cadre en mètres, car pour simplifier notre problème, nous prendrons le cadre comme une tige, E le module Young en newton par mètre carré, et I le moment quadratique de la section de la raquette en mètres puissance 4. Le moment quadratique permet d'exprimer la géométrie d'une section de poutre par rapport à un axe ou un point. Pour un cylindre creux, le cas de notre raquette, le moment quadratique sur l'axe X ou Y se calcule grâce à la formule suivante. On trouve pour notre raquette I égale 1,4 10 puissance moins 10
puissance 4. Pour calculer le module d'angle longitudinal du composite, nous utiliserons donc cette formule. En appliquant, on trouve comme valeur du module d'angle du composite 1,510 puissance 11 pascal. Enfin, grand L est égal à 504 mm. Il suffit maintenant d'appliquer la formule. Appliquons la formule sans mettre de valeur sur P. On trouve F est égal à P fois moins 2 10 puissance moins 3. Sans souci de signe, on en revient donc à la formule suivante. La flèche en millimètres est égale à 2 fois l'intensité de la force exprimée. Si l'on compare notre résultat avec les autres matériaux, on trouve que notre raquette en composite est beaucoup moins flexible que les autres raquettes. C'est très bien, mais ce serait génial de pouvoir adapter le pourcentage de fibre de carbone à une résine dans notre raquette. Ça permettrait d'obtenir des performances encore plus extraordinaires. Pour cela, on étudie la rigidité de la raquette. On rassemble tous les calculs et on obtient l'expression de la fonction G suivante après simplification qui, au taux de résine présent dans la raquette, associe la valeur du coefficient K. On réalise ensuite la représentation graphique de cette fonction sur GeoGebra dans le but d'obtenir une raquette dont le coefficient K est plus ou moins égal à 6,3, c'est-à-dire la valeur des coefficients des autres raquettes. On place le point B d'ordonnée 6,3 sur notre courbe et on obtient en abscisse 0,83. Cela signifie tout simplement qu'il y aura 83% de résine dans notre raquette pour que le coefficient K soit de 6,3. C'est une bonne idée de modifier le pourcentage de fibre de carbone et de résine dans notre raquette, mais ça modifie également la masse de cette dernière. Reprenons notre graphique de tout à l'heure et plaçons le point B d'abscisse 0,83 sur notre courbe. On trouve en ordonnée 23,7. Cela signifie que la masse de notre raquette en composite est estimée à 23,7 grammes. Remarquable! Il nous suffira de mettre un point en tête pour compenser les inconvénients de la légèreté. Par exemple, en mettant plus de fibres de carbone dans la tête. La masse restera quasi identique. Pour conclure, petit récap de cette raquette du futur. Vous cherchez de la polyvalence, mais surtout de la performance? Faites place à la raquette du futur. Pour la première fois, un shaft et un cadre en composite résine fibre de carbone aérogel pour des capacités mécaniques conservées et une légèreté hors du commun. L'aérodynamisme aussi révolutionné. Avec un cadre isométrique et un cordage rainuré, l'effort sera moins important pour des résultats toujours plus impressionnants. Enfin, vous avez peur de vous faire mal à cause de ces satanées vibrations? Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution, le polymère de styrène. Placé entre le grip et le surgrip, il vous garantira un confort exceptionnel. Alors n'attendez plus, procurez-vous dès maintenant la raquette du futur. Stylé la pub, mais quand on invente un objet, on s'intéresse à son coût de production. C'est pourquoi on a réfléchi au prix de notre raquette. Nous avons essayé de réunir le coût des différents matériaux bruts nécessaires à la fabrication de notre raquette. Il s'avère que le prix de fabrication de la raquette est estimé à 120 €, ce qui est très cher. Maintenant qu'on a travaillé sur notre raquette, on pourrait peut-être voir comment améliorer les autres composants du jeu, par exemple le volant. Aujourd'hui, un volant de badminton, c'est soit un volant plastique ou un volant en plume, ayant chacun leurs qualités et leurs défauts. Surtout au niveau des caractéristiques qui influent sur le jeu. Par exemple, un volant en plume aura tendance à prendre ce genre de courbe lorsqu'il est frappé, alors que le volant plastique, lui, aura un comportement plus prévisible. Par contre, on ne peut pas enlever au volant en plume son confort de jeu, grâce à l'embout en liège et le bruit caractéristique de ce type de volant. On pourrait le rendre plus rapide, ou plus résistant, ou plus agréable. Après, les volants en plastique sont plus résistants, car les plumes sont cassantes et le liège s'effrite, tandis que la mousse utilisée dans des volants en plastique, elle, ne s'effrite pas. Il serait possible de réinventer le volant de badminton, mais cela modifierait énormément le jeu. Faire un volant plus rapide raccourcirait les échanges, un volant plus résistant serait sûrement plus lourd, un volant plus léger serait difficilement smatchable. Il faudrait ainsi sûrement modifier les règles du jeu, la taille des terrains, certains types de jeux seraient avantagés, ce qui rendrait le badminton moins spectaculaire, car les joueurs ne seront pas à même de pouvoir gagner avec leur propre type de jeu. Bon bah, on touche pas au volant et on garde notre super raquette.